Salut, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que tu m'as beaucoup demandé, un deuxième épisode, une vidéo où j'analyse une position que j'ai pu prendre de A à Z. On regarde tout ce qui est de l'analyse technique, on regarde les fondamentaux, pourquoi j'ai pris cette position, comment je l'ai managée, etc. La première vidéo comme ça, c'était un trade que j'avais pris sur dollar yen. Je t'invite à aller checker cette vidéo ici si c'est pas déjà fait. Et sur ce, donc on va aller checker une position que j'ai pu prendre pendant le mois de novembre, une position qui était en short sell sur l'euro contre le dollar australien. Donc sur ce, allons voir ça. Alors, avant de regarder la position que j'ai pu exécuter, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel on était en novembre. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder les pressions inflationnistes qu'on avait dans différentes économies et voir à quel point ces pressions-là pourraient influencer les décisions de politique monétaire futures des différentes banques centrales. Comme on sait, on a vu le cycle de resserrement économique. Qui dit resserrement économique, ça veut dire une hausse des taux d'intérêt. On a vu ce cycle arriver à une fin, d'accord? On est sur la fin des cycles, c'est-à-dire que la Fed n'est plus réellement en train de hausser les taux, la BCE non plus. On va dire toutes les économies développées sont sur la fin de leur cycle. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'inflation est en train de redescendre plus ou moins vers leur target. Maintenant, quel est le risque? Le risque est évidemment que l'inflation reprenne. Il y a d'ailleurs plusieurs choses qui vont jouer sur cette inflation. Il peut y avoir les chiffres de l'emploi qui vont impacter, il peut y avoir les chiffres de production qui vont impacter. Enfin bref, il y a plusieurs facteurs. Mais de manière générale, si cette inflation reprend et ces pressions inflationnistes reprennent dans certaines économies, ça peut pousser certaines banques centrales à vouloir reprendre leur hausse de taux d'intérêt par rapport à d'autres économies qui, elles, n'auraient peut-être pas ce problème. Donc bref, allons voir ça à ce moment-là, mi-novembre. Qu'est-ce que j'ai pu regarder, et ça c'est des informations que tout le monde a, c'est que premièrement, comme tu peux voir ici, le taux d'inflation en Australie est à 5,4%, d'accord? Ce qui est haut. Je le rappelle que le target de la RBA pour son inflation est de 2%. Donc on est à 5,4%, quasiment 3 fois au-dessus de leur target. Alors certes, l'inflation est en train de baisser, d'accord? Là, l'inflation est passée de 7,5 à 5,4. On va dans la bonne direction. Maintenant, si on va étudier les données d'inflation dans la zone euro, on peut voir que cette inflation a baissé de manière bien plus importante qu'en Australie et est en ce moment à 2,9. D'accord? La dernière donnée qu'on avait pu avoir en octobre 2023 était à 2,9%. Donc le target de la BCE qui est à 2%, bon, une inflation à 2,9, là on peut dire que la guerre est déjà plutôt gagnée par rapport à l'RBA. Je tiens aussi à préciser que les derniers chiffres du PMI, les derniers chiffres de production et de services d'Europe ont été très négatif, ce qui n'est évidemment pas rassurant pour l'économie européenne. Et qui dit quelque chose qui n'est pas rassurant pour l'économie européenne, dit que aux yeux de la BCE, ils vont peut-être pas continuer à creuser un trou pour l'économie européenne, ils vont peut-être pas continuer à augmenter les taux s'il y a déjà eu un impact important sur l'économie et l'économie est déjà en train de souffrir. Et surtout, l'inflation est à 2,9% et on arrive vers le target. Donc pour moi, à ce moment-là, on a une réelle divergence potentielle entre les futures décisions de la BCE, qui, je ne vois pas pourquoi, reprendraient leur cycle de hausse de taux d'intérêt, et la RBA, donc Reserve Bank of Australia, qui, elle, par contre, pourrait avoir en fait finalement de la marge de continuer à hausser ses taux parce qu'on est à 5,4% d'inflation sur la même période qu'en Europe. Donc juste avec cette vue fondamentale des pressions inflationnistes sur ces deux économies, j'avais un outlook futur divergent sur les potentielles décisions de politique monétaire entre ces deux économies qui sont développées. Donc quel serait le plus intéressant? Je te rappelle que de manière générale, un asset, une monnaie, va bouger en fonction des attentes futures. Donc, juste en regardant ça, pour moi, ça serait plus intéressant de me positionner en achat sur le dollar australien et en vente sur l'euro. Donc, en gros, vendre des euros pour pouvoir acheter du dollar australien. Donc, à partir de ce moment-là, je regardais évidemment la paire euro-aussie. Mais comme tu sais, quand on a une vision fondamentale comme celle-ci, par exemple, alors c'est très bien, on a peut-être une direction globale, mais il nous faut un trigger, il nous faut un timing. À quel moment peut-on rentrer? Et c'est entre le 6 et le 7 novembre que ce timing a commencé à se clarifier pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait le 6 novembre? Le cash rate decision de la RBA. Donc tout simplement la décision de politique monétaire, la décision des taux d'intérêt directeurs de la RBA. Donc ceux-ci précédemment étaient à 4,10% et ils étaient attendus cette fois-ci à 4,35%. Donc une augmentation de 25 basis points. D'accord?
Alors ça, c'était à 10h30 heure de Panama. Donc le lundi 6 novembre. En France, c'était le 7 novembre tôt le matin. Bref, ça, c'était le forecast à 4,35%. Et à ce moment-là, on pouvait regarder les attentes de la Banque centrale et aussi les analyses de tous les différents économistes. Et quasiment à l'unanimité, tout le monde s'accordait à dire que la RBA devrait hausser ses taux de 25 points pour atteindre les 4,35. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La RBA a en effet rehaussé ses taux à 4,35. Donc, d'un point de vue juste théorique, on pourrait dire « Ah, ça devrait faire prendre de la valeur au dollar australien qui maintenant, l'Australie a une économie avec des taux d'intérêt plus hauts. » On peut le voir ici. Ça, ce qu'on a ici, c'est les attentes. Là, les attentes étaient à 4,35. On a bien atteint les 4,35. Sauf que quelle a été la réaction du dollar australien à ce moment-là? Eh bien, le dollar australien n'a pas pris de la valeur comme il était censé le faire en théorie. Non, à l'inverse, il a perdu de la valeur. Alors, pourquoi est-ce que le dollar australien a perdu de la valeur? Il y a très souvent une raison. Il faut savoir que toute décision de politique monétaire est accompagnée d'un statement, d'accord? D'un statement pour tout simplement donner un petit peu plus de précision sur pourquoi ils ont pris la décision qu'ils ont prise et aussi le futur de leur politique monétaire, donner un petit peu des indices sur la direction dans laquelle ils vont. Et donc là, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai mis les deux statements, donc celui d'avant, celui du 3 octobre et celui qui venait de sortir, donc le 7 novembre, 6-7 novembre, si tu es à Panama ou en France. Et en gros, ce qui a fait chuter le dollar australien, c'est une phrase. C'est-à-dire que le 3 octobre, tu vois, que dans leur statement, la RBA a dit « Some further tightening of monetary policy may be required to ensure that inflation returns to target in a reasonable time frame. » Mais tout ça dépend des datas, etc. Mais donc, tu vois, la manière dont c'est dit, de nouveaux resserrements de politique monétaire pourraient être nécessaires pour s'assurer que l'inflation retourne au target raisonnable, etc., etc. Évidemment, on vient juste de dire que l'inflation était quasiment à 3 fois le target de la RBA. Donc évidemment qu'ils ont dit ça le 3 octobre. Sauf que le 7 novembre, dans le communiqué, les communiqués sont quasiment identiques, à peu près tous les mois. Là, tu peux voir que cette phrase a été changée. Et cette fois-ci, ils n'ont pas dit que des resserrements de politique monétaire pourraient être nécessaires pour que l'inflation retourne à machin chouette. Là, le 7 novembre, ils ont dit « Whether further tightening of monetary policy is required to ensure that inflation returns to target in a reasonable time frame will depend upon the data and the evolving assessment of risks. » Donc en gros, sur la fin de la phrase, ils disent plus ou moins la même chose, que littéralement, ça va être dépendant des datas et des risques qui arrivent. Et voilà, en fait, toutes les datas que nous, on surveille, les datas de l'inflation, les datas PMI, les retail sales, le GDP, etc., que nous, on regarde en tant que trader et investisseur, les banques centrales font exactement la même chose. Et c'est grâce à ces datas-là qu'ils sont capables de décider de la politique monétaire adéquate. Mais tu vois, là, c'est juste un changement de phrase, finalement, qui a fait penser aux traders et aux investisseurs à court terme que peut-être ce qu'on était en train de voir, c'était ce qu'on appelle un dovish hike. Il faut bien comprendre que les banques centrales, elles peuvent soit être hawkish, donc hawkish c'est quand elles ont tendance à augmenter les taux d'intérêt, ou dovish, c'est plutôt quand elles ont tendance à baisser ces taux d'intérêt. Et donc, cette décision du 6-7 novembre de la RBA de rehausser ses taux a été prise comme un dovish hike à cause de cette petite phrase qui a été changée. D'ailleurs, peut-être au montage, on peut la mettre en français pour que tu vois plus la nuance en termes de façon de parler. D'ailleurs, ces statements, mais sont disponibles ici à chaque fois qu'il y a une décision de taux de la RBA. Mais donc, à la suite de ce dovish hike, on a vu, comme je t'ai montré, le dollar australien perdre de la valeur. D'accord? Maintenant, je te rappelle le contexte. Moi, dans mon contexte, je voulais acheter du dollar australien et vendre de l'euro. Donc, en fait, cette chute du dollar australien, pour moi, était plutôt intéressante parce que pour moi, c'est tout simplement un misprice. Parce que à court terme, je comprends l'engouement des traders à vouloir short le dollar australien par rapport au changement de ton des dernières phrases du statement de la RBA. Je peux le concevoir. Maintenant, est-ce que ça change réellement quelque chose à la situation globale économique de l'Australie ? Non, absolument pas. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des visions différentes dans nos investissements et en trading. Et parfois, je vais avoir une vision qui est un peu plus long terme à quelqu'un d'autre qui va avoir une vision court terme. Et ceux qui ont une vision court terme vont par exemple pousser le prix d'un asset à la baisse, qui va donc, moi, qui ai une vision un peu plus long terme, me permettre de racheter cet asset à des prix intéressants pour continuer ma vision qui est un petit peu plus long terme. Donc, maintenant que tu sais ça, allons voir ce fameux Euro-Aussie. Le 13 novembre, quelques jours plus tard, comme tu peux voir, c'est la première fois que j'ai pu screenshot Euro-Aussie parce que j'avais enfin quelque chose qui potentiellement m'intéressait. Alors pourquoi avant ça, j'avais rien mis? Parce que tout simplement, tu peux le voir ici. Là, le 16 novembre, là, je te l'ai mis là. RBA, cette hausse qu'on a vue sur Euro-Aussie a été causée à la suite de la décision de dovish hike qu'on a vue de la RBA. Donc ça, c'était la réaction initiale du dollar australien.
Et comme tu as vu, par la suite, en fait, on a continué à augmenter jusqu'à ce que j'ai un potentiel setup. Mais ça, tu verras par la suite. Donc bref, le 13 novembre, moi, ce que je voyais sur Eurosi, c'est alors que, certes, en tant qu'analyse technique pure et dure, on avait cette trendline haussière, on avait touche, 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 d'accord? Donc là, on est potentiellement censé faire des nouveaux highs en regardant juste le côté analyse technique. Mais moi, je te rappelle qu'un point de vue fondamental, je voulais shorter Eurosi. Et pour moi, il n'y avait aucun sens de chercher à acheter Eurosi. Ce que je faisais, c'est chercher un setup de vente. Et là, ce qui m'intéressait, la raison pour laquelle j'ai pris ce screenshot le 13 novembre, c'est cette zone, d'accord? Cette petite résistance. Alors certes, en analyse technique, encore une fois, elle n'est pas rien de spécial avec cette zone. Hein. Il y a eu une touche ici et là, potentiellement une deuxième touche. Mais c'est une potentielle zone de renversement pour mon idée fondamentale, d'accord? Puis le lendemain, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir qu'en effet, on a bien vu un rejet de cette zone qui était les 1,6840, cette petite résistance. Très bien. Les choses commencent potentiellement à se profiler dans la direction qui m'intéresse. Autre chose en plus, c'est que évidemment, cette divergence de outlook que j'avais par rapport à l'économie européenne et australienne, je ne devrais pas être le seul à l'avoir et elle devrait se montrer sur les rendements des marchés obligataires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement comparé le price action de Eurosi avec le yield spread des obligations allemandes à 10 ans, le rendement des obligations allemandes à 10 ans, et le rendement des obligations australiennes à 10 ans. Alors pourquoi allemande? Parce que tout simplement en Europe, les obligations ne sont pas émises par un centre commun, c'est chaque pays fait son truc. Donc de manière générale, on a tendance à regarder le marché obligataire allemand pour refléter la zone euro. Donc ce que j'ai fait, c'est justement regarder ce yield spread. Et donc évidemment, si on regarde le yield spread de la zone euro et australienne, on est plus ou moins censé voir une corrélation importante à Eurosi, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Finalement, cette hausse de Eurosi, d'accord, qui a eu lieu depuis début octobre, elle est complètement contraire aux yield spread qui, eux, nous montrent une baisse importante, d'accord? Et si même on va regarder un petit peu avant, alors bon, c'est vrai que si on regarde même juste que ce graphique, on pourrait même penser que ces deux graphes, celui-ci et celui-ci, ne sont même pas forcément corrélés, mais je te garantis qu'ils le sont. Et ici, on peut voir évidemment la corrélation. Ici, on a eu la hausse de Eurosi, plus ou moins une maintenance du yield spread, mais c'est vraiment ici qu'on a vu une continuation de Eurosi à la hausse, alors que le yield spread, lui, s'est absolument cassé la gueule. Donc encore une fois, ça pour moi, c'était une autre raison qui me confirmait qu'on avait cette potentielle divergence d'outlook économique, de politique monétaire future entre la zone euro et l'économie australienne. Donc bref, ici, comme je te disais, on était le 14 novembre, on voyait ce rejet. Donc de la même manière, tu peux voir que quand on est arrivé sur cette résistance, je n'ai pas commencé à vendre comme un malade, etc. Non, je te rappelle que le timing est très important et qu'une fois que j'ai mon idée fondamentale, j'ai mon timing qui est bon, mon timing qui est, je te le rappelle, ici on le voit de toute façon, mon timing qui a été aidé par un potentiel misprice à court terme du dollar australien. Je te rappelle que cette hausse a été causée par le petit commentaire du statement de la RBA qui pour moi peut avoir un impact court terme, mais au long terme ne change absolument rien à mon analyse et à la vision de la position que j'ai. Donc là, le timing est très important. On est venu sur cette résistance que j'avais marquée en daily. Et qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette résistance? Alors d'ailleurs, là, je suis allé sur un time frame qui était évidemment plus court. Là, j'étais sur du 1 heure pour essayer de trouver une position à la baisse. Je te rappelle que les graphiques d'au-dessus, ici, on était en daily, d'accord? Mais donc, ici, sur un time frame plus court, on a eu un double top sur cette résistance qui vient donc encore une fois confirmer ce renversement. On a la neckline ici qui a été percée. Est-ce que j'ai pris une position à la vente ici avec un stop là, comme le dit les livres d'analyse technique? Non, parce que ça me donnait un risk to reward qui n'était pas forcément ouf. Donc j'ai préféré attendre, tu vois qu'on a bien dump. Puis par la suite, on est venu corriger sur les retracements Fibo, juste ici, de cette impulsion baissière. Donc pour moi, c'était cette correction que je voulais essayer de choper, d'accord, pour après me positionner pour une potentielle baisse, d'accord? Et donc en fait, tout simplement sur ces niveaux-là, je cherchais mon setup de vente pour pouvoir exécuter mes positions, d'accord? On peut voir donc maintenant le 17 novembre, j'ai pu enfin exécuter mes positions. Et comme tu peux voir, donc on avait en effet cette hausse qui avait été causée par le statement. On a eu le double top qui est venu confirmer cette résistance que j'avais en daily. On a eu cette impulsion qui est venue confirmer l'arrivée des vendeurs, parce que je te rappelle, les derniers acheteurs, ils étaient ici et là, ils ne sont pas re-rentrés. D'accord, ils ne sont pas re-rentrés, ce qui veut tout simplement dire que les vendeurs ont pris le dessus.
puis suivi par cette correction, d'accord, où on avait premièrement une belle counter trendline juste ici qui a été cassée, et encore un double top ici sur les 78,6%, d'accord. Donc on a eu le break de la neckline de ce petit double top, plus le break de la counter trendline, où j'ai donc décidé d'exécuter mes positions avec un stop juste derrière les précédents highs et aller chercher les lows qui étaient juste ici, d'accord. Bref, maintenant avançons un petit peu dans le temps et tu peux voir que la position a pu se développer en ma faveur. Ah, d'ailleurs, tu vois ici, je l'avais noté, mais en plus de ça, sur cette dernière montée, sur cette dernière impulsion qui pour moi n'était pas justifiée à long terme, on avait en plus de la divergence à la baisse sur le RSI. Bref, donc là, tu peux voir que c'était ma première entrée. Et ici, j'ai pu prendre une deuxième entrée. Alors, est-ce que c'était une deuxième entrée parce que l'opportunité était dingue? Pas réellement, c'était plus parce que ma première entrée, j'avais pas mis énormément de risques parce que je venais de sortir d'une période de drawdown. Si tu regardes pas mes vidéos sur mes performances mensuelles, je t'invite à aller les checker aussi. Mais bref, je voulais juste rajouter du volume sur la table. Donc, ce que j'ai fait, c'est tu peux voir ici à ce moment-là, on a une petite trendline qui est avec des pointillés, avec une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches. Et en fait, là, tu vois, sur ce petit retour, sur cette petite 6e touche, j'ai décidé d'exécuter à nouveau des positions de vente avec des stops assez larges par rapport à la trendline parce que pour moi, ça faisait aucun sens de mettre un stop juste ici, même si techniquement, ça aurait pu passer. Mais bref, j'ai préféré la jouer assez large, donc un stop derrière le dernier swing et prendre donc une autre position pour juste rajouter un peu plus de volume à ma position et puis prendre un gain un peu plus important. Bref, on avance. On est maintenant le 27 novembre. Donc tu vois que cette position, j'ai pu la garder et puis j'ai pu voir donc mon idée fondamentale play out petit à petit. Et là, on arrivait à un point qui était intéressant. Pourquoi un point qui était intéressant? Parce que comme tu peux voir ici, au moment où j'ai pris ce screenshot le 27 novembre, on a encore une fois les dates qui sont juste ici, tu peux voir que j'avais entouré cette zone qui pour moi, il y avait un certain risque. Il y avait un certain risque parce que, on avait des événements économiques qui arrivaient pour la zone euro, qui pourraient donc amener de la volatilité. Mais ce n'était pas tant ce qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, en fait, c'était plus, tu vois, cette trendline ici en daily, bon, bah, elle est quand même très importante. Ok, on a 4 touches, donc là, certes, on est redescendu. Mais à ces niveaux-là, moi, pour des raisons fondamentales, je suis presque sûr que le prix va break à la baisse. D'accord? Et d'ailleurs, si tu regardes maintenant le graphique Euro-Aussie, tu verras qu'en effet, on a bien break à la baisse. Le fondamental a bien marché. Et puis, en effet, les gens ont continué à accumuler des positions short sur Euro-Aussie. Cependant, donc, je m'attends à un break, oui. Maintenant, est-ce que je m'attends à un break qui fait ça? Ou alors, est-ce que je m'attends à un break qui fait ça? J'en ai aucune idée. Dans le sens où cette trendline pourrait évidemment attirer des acheteurs et causer une petite correction du prix, d'accord? Même si c'est juste au 50% Fibo, pour après aller continuer la baisse. Et ça, j'en ai aucune idée. Et vu que ma position était, je te rappelle, sur un time frame qui était plus court, j'avais pu exécuter sur du 1 heure, est-ce que j'ai envie de me prendre une correction dans la gueule pour après aller viser la trendline qui casse? Pas particulièrement. Surtout qu'on était fin novembre, mon mois d'octobre était un mois négatif. Là, on était sur la fin novembre, j'avais envie de prendre mon cash et me barrer. Il y a aussi le côté psychologique. Mais donc, voilà, là, pour moi, j'avais beaucoup de raisons finalement qui me faisaient penser que cette trendline, voilà, on pourrait très bien voir un rejet qui fait comme ça. Je rends tous mes profits au marché pour rien, je prends un risque pour rien, alors que je pourrais très bien, si on arrive sur cette zone, sortir mes profits, prendre mon week-end, clôturer mon mois, respirer un coup. Et c'est tout simplement ce que j'ai décidé de faire. Comme tu peux voir, j'ai clôturé la position le lendemain, le 28 novembre, sur la zone que j'avais pu entourer, d'accord? Donc littéralement sur cette trendline. Si on va voir le price action, ce qui s'est passé par la suite, le prix a en effet corrigé, pas aussi profondément que j'avais pu avoir peur. Le prix a corrigé, on va dire un petit peu comme ça, et a continué à la baisse comme j'avais pu l'anticiper. On a bien break cette trendline, quelque chose qui était anticipable donc avec le fondamental et puis les différents différentiels niveau outlook économique de ces deux économies. Voilà, ça conclut un petit peu mon positionnement sur ce trade Euro-Aussie que j'ai pu prendre en novembre. J'espère sincèrement que ce type de vidéo te plaît. Je pense sincèrement que c'est des vidéos où il y a beaucoup de valeur. C'est quelque chose aussi qui te montre que derrière une position, c'est pas juste tu vas sur ton ordi 5 minutes, tu vois une trendline, tu vois un support, c'est un petit peu plus complexe si tu veux réellement en faire ton métier, en faire quelque chose de stable, quelque chose sur lequel tu peux compter. Et tu vois, même avec une analyse aussi extensive et profonde des marchés, je peux quand même me retrouver à avoir des périodes de drawdown. Sur ce, dans la description, tu trouveras plein de liens utiles. Je t'invite aussi à aller checker toutes les autres vidéos YouTube que j'ai. Il y en a vraiment plein qui sont pleines de valeur. C'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.